Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel Quesnesson, donc je suis team et tech lead de l'équipe qui s'occupe de cubes et des conteneurs chez Michelin et on voulait vous faire un petit retour d'expérience sur notre migration d'une plateforme open source interne au techno Tanzu, TKG notamment, par VMware. Donc ce dont on va parler, c'est des choses un peu techniques, comme par exemple comment on a fait notre migration du workload. Je vais vous faire une petite introduction sur des chiffres technologiques qu'on a dû prendre en compte, notamment l'utilisation de Cluster API. Ça sera peut-être un peu à réserver aux gens qui connaissent un peu Cube, mais bon, on verra si tout le monde arrive à suivre. Et puis je voulais faire un petit retour aussi sur les changements de mindset qui s'imposent quand on fait ce genre de changement. Et ce qu'on ne va pas trop aborder, c'est les produits Tanzu. En fait, on n'est pas là pour évoquer leurs qualités ou leurs défauts, pas trop en tout cas. Donc c'est pas vraiment l'objet de ce retour d'expérience. Alors déjà un petit élément, quelques éléments de contexte. Pourquoi on a fait cette migration et un petit peu notre chemin avec Cube chez Michelin. Donc en fait le voyage Cube a commencé à peu près en 2017 chez Michelin, avec les premières envies, on va dire, de déployer des applis sur Cube, notamment pour des applis dont on savait qu'il fallait un niveau de service excellent. Et on savait qu'il fallait qu'on vise des applis cloud native et qu'on vise des plateformes Kubernetes pour hoster ces applis-là. Le premier cluster véritablement arrivé chez Michelin, c'est en 2018 avec la première application. Et depuis, on a eu une augmentation assez constante du nombre d'applications hostées sur nos clusters Cube, jusqu'à à peu près 150 applis, alors de tailles différentes évidemment, on n'est pas sur forcément des énormes applications tout le temps, environ 150 applis à 2022 et aujourd'hui je crois qu'on est à 170 à peu près. Et le contexte aussi, c'est que la stratégie Cube First de Michelin, c'est-à-dire on commence par designer nos applications cloud native et à viser les applis, les infracubes pour les hoster, elle commence à infuser un petit peu, y compris dans les factories, donc dans nos usines. Donc ça va nous imposer de déployer du workload cube dans les usines. Et vous savez que chez Michelin, on en a quelques-unes, des usines, on compte à peu près 70, donc ça fait beaucoup de clusters qu'il va falloir manager. Et on se disait qu'on aurait sans doute des problèmes à gérer ça à l'échelle avec notre plateforme qui est basée sur des solutions open source. Donc l'idée, c'était de se dire qu'on allait faire appel à un éditeur qui va nous donner une distribution Kubernetes sur laquelle on va s'appuyer pour gagner un peu de temps, pour éviter de passer notre temps à forquer du code et à l'adapter à notre environnement, et plutôt se garder du temps pour des tâches à valeur ajoutée. Avec un éditeur, on parle de support, donc on se disait qu'on allait avoir un support qui nous aiderait à prendre en compte à la fois les petits problèmes du quotidien et puis parfois prendre un peu de hauteur de vue pour fixer des stratégies. Et donc, sans rentrer trop les détails, on s'est appuyé sur VMware Tanzu pour faire ça. Alors, à cette époque-là, au moment où on s'est posé ces réflexions, c'était pas vraiment le choix le plus évident, puisque je pense qu'on peut se le dire, hein, le leader du marché à ce moment-là, c'était plutôt OpenShift. Mais comme on a chez Michelin historiquement une très bonne relation avec VMware, et il faut se le dire aussi, on a été quand même assez séduit par la proposition de VMware pour les outils qu'on allait utiliser. Donc on a décidé de partir avec VMware pour cette migration. Alors la première partie que je voulais évoquer avec vous pour cette migration, c'est la migration du workload. Vous allez voir que c'est en fait relativement assez simple. Juste un tout élément de contexte avant de parler de la migration du workload, c'est qu'en fait, jusqu'ici, on avait une stratégie dans laquelle on ne mettait sur nos infracubes que des applis qui étaient véritablement cloud native, stateless, avec uniquement des architectures à base de microservices et pas de stockage, en tout cas pas de stockage interne au cluster.
sauf pour des cas un peu particuliers où on a besoin de cache, de choses comme ça, et du stockage qui peut éventuellement être perdu au moment d'arrêt, redémarrage, migration, etc. Donc ça, c'est 2 petits points importants. Donc l'idée était la suivante pour la migration des workloads. Bon, on y reviendra après, mais globalement, on a une manière de fonctionner dans ces conditions-là qui est relativement simple, c'est-à-dire que vous avez un workload stateless sur un cluster cube sur lequel qu'on expose avec les ingress pour ceux qui connaissent les API Kubernetes. Et assez simplement, le client a juste besoin de résoudre l'adresse IP de l'ingress pour atteindre ce workload. Et puis derrière, on a toujours un accès à des ressources externes, comme par exemple des bases de données, des message brokers, des choses comme ça. Donc la première étape pour opérer cette migration, c'est relativement simple en fait. La première étape, c'est on commence par déployer l'équivalent en termes d'infrastructure avec la nouvelle solution Tanzu, TKG en l'occurrence. Ce qui n'est pas une mince affaire en soi, mais qui a priori n'est pas forcément sur le chemin critique des migrations applicatives, puisqu'on peut prendre notre temps pour déployer les clusters, du moment que les applications continuent à tourner. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, en fait, comme je vous ai dit, on est dans un mode où les applications sont stateless, les principes cloud native sont relativement bien respectés. Donc en fait, c'est très simple, il suffit tout simplement d'étendre, de déployer l'application, entre guillemets, de l'étendre sur les nouveaux clusters. Et c'est là qu'il y a peut-être le seul petit paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que autant on est sur du workload qui est stateless, donc on peut en déployer autant qu'on veut, autant il faut peut-être faire un petit peu attention à tout ce qui est ressources externes. Pour les message brokers, il faut s'assurer qu'on ne va pas consommer des messages sans pouvoir les traiter, ou les consommer 2 fois par exemple. Et puis pour les bases de données, de manière un petit peu technique, on peut simplement avoir un pool de connexion qui est trop important par exemple, donc il faut gérer ce genre de choses-là au moment où on va déployer ce nouveau workload. Mais c'est quand même relativement simple à mettre en œuvre, et surtout d'un point de vue purement Kubernetes, on a juste à éditer, alors je ne vous ai pas mis ici la CI/CD qui est chez Michelin managée par GitLab. Il suffit d'orienter les chaînes de CI/CD pour les faire pointer sur les nouveaux clusters. Puis ma foi, on étend l'application, on la déploie sur des nouveaux workloads, sur des nouveaux clusters, et on est tranquille. Et du coup, comme on était dans un mode de fonctionnement relativement simple, où on exposait nos applis via des ingress et que les clients trouvaient l'application via une résolution DNS, en fait, à la fin, il y a juste un switch over DNS à opérer pour que cette nouvelle application, cette nouvelle partie de l'application soit exposée. Et les clients vont naturellement passer sur la nouvelle version. Ça peut même se faire, on n'est pas obligé, parce qu'on a des problématiques parfois de process chez Michelin avec les changements de nom DNS, ça n'a pas forcément besoin d'être particulièrement timeboxé. Au moment du switch over, on passe en mode AB et puis on va attaquer le nouveau workload. Et tout ce qui subsiste finalement, c'est des clusters qui ne nous restent plus qu'à décommissionner. Enfin, déjà un workload à décommissionner, là je vous ai tout enlevé en même temps. Mais bon, déjà on décommissionne les workloads au fur et à mesure. Et puis une fois que le workload est décommissionné, on n'a plus qu'à décommissionner les clusters qui vont avec. Donc l'idée de cette migration, c'est que on peut la confier au rôle DevOps en fait, puisqu'ils ont juste à finalement éditer leur chaîne de CI/CD pour pointer sur les nouveaux clusters, s'assurer que toutes les petites particularités dont je parlais avant, notamment la gestion des bases de données, des message brokers, etc., soient bien pris en compte au moment de la migration. Et derrière, finalement, on n'a plus grand-chose à faire, on les laisse opérer et ça se passe plutôt bien. Pour faire simple, alors j'ai mis 4 mois, je vous avoue, je ne suis plus exactement sûr de la time frame pendant laquelle on a fait les migrations. On a laissé les clés au DevOps, puis au fur et à mesure, application par application, sur à peu près 4 mois, on a une centaine d'applications qui switchent d'un cluster à l'autre. Et ça avec assez peu d'efforts globalement. Je vous ai mis à peu près une journée homme par application, c'est en général beaucoup moins. Et c'est donc plutôt bien reçu par les équipes de DevOps. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que les applis cloud native, elles sont quand même
très facile à transporter d'un workload à l'autre, même dans des cas comme les nôtres, où on s'appuyait pas sur des API gateway ou des choses très avancées pour manager, pour rediriger les clients. Bah, même comme ça, on arrive assez simplement à migrer le workload. Un autre, quelque chose que je trouve qui est important de retenir, c'est que bah, les API qu'on utilise quand on discute avec un cube, elles sont simples. Je veux dire, bon, pour ceux d'entre vous qui utilisent Cube, vous utilisez les déploiements, les services, les ingress, parfois les secrets. Puis grosso modo, vous n'allez pas beaucoup. Enfin, en tout cas chez Michelin, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ce qui fait que c'est facile à maîtriser pour les équipes DevOps. Et c'est surtout facile à utiliser dans le cadre d'une chaîne de CI/CD et facile à mettre en œuvre. Et du coup, en fait, au final, je crois qu'un des plus beaux résultats de cette migration, c'est que finalement, en s'appuyant sur des principes cloud natifs et en faisant les choses de manière un petit peu rigoureuse, la migration, ça a été, je dirais, ça a été le non-sujet de cette migration, c'est-à-dire que c'est ce qui ça s'est extrêmement bien passé. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'il a fallu que les équipes se synchronisent et bon, ça a pris le temps que ça a pris, mais globalement, ça a été un non-sujet, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de problématique de migration, on n'a jamais eu de machine arrière à faire ou de choses comme ça s'est extrêmement bien passé. Donc ça, c'était la première partie. Donc bien retenir, cloud natif, ça facilite quand même la vie quand il s'agit d'avoir des workloads, on le comprend bien d'ailleurs, sur différents types en l'occurrence de cluster cube, mais on pourrait éventuellement aussi parler de cloud provider. Une deuxième partie que je voulais aborder, alors ça va être un petit peu plus pour les gens qui font du cube, je suis désolé, c'est s'adapter ou adopter, ça dépend comment on veut le voir, à Cluster API. Alors, une des raisons pour lesquelles on a choisi de partir avec TKG, c'est parce qu'on était séduit par justement l'utilisation de Cluster API. Cluster API, je pense qu'on va le décrire un peu ici, c'est un ensemble d'API et de standards dont l'idée est d'implémenter le pattern controller, pour l'appeler comme ça, pour l'infrastructure du cluster. Donc pattern controller, c'est le pattern qui permet par exemple à Cube de maintenir un nombre de microservices ou de maintenir une configuration d'ingress dans le temps. Donc ce pattern controller, grosso modo, c'est quoi? C'est un process qui s'appuie sur des ressources qui sont décrites quelque part et qui essaye de réconcilier les ressources que le DevOps a décrites, enfin le DevOps en l'occurrence, on est plutôt sur l'administrateur du cluster, avec la réalité. Donc si on va un tout petit peu plus loin, c'est assez classique dans le monde de Cube, c'est-à-dire qu'on a des objets qui sont stockés dans un API server, eux-mêmes qui s'appuient sur un etcd, et puis une boucle de contrôle qui est elle-même implémentée dans un pod. Donc là, déjà, j'ai sorti beaucoup de concepts qui sont propres à Kubernetes, et en fait, ce que ça implique, c'est que cette loupe de contrôle, elle existe sur un cluster cube en elle-même, qui est ce qu'on appelle un cluster de management, donc un cluster dont la seule raison d'être, finalement, est de maintenir l'infrastructure d'un cluster qu'on va appeler de workload, du coup, en opération. Donc ce qui est élégant, c'est que ça implémente un pattern immutable. Vos conteneurs, a priori, quand vous déployez sur Cube, ils sont immutables. Là, ça va être la même chose avec l'infrastructure du cluster. Et donc l'idée, c'est que ça manage une partie du life cycle, du cycle de vie, pardon, de l'infrastructure, puisque c'est ce qui va permettre de créer le cluster. J'ai mis update entre guillemets, puisque comme on est immutable, on ne va pas s'amuser par exemple à aller mettre à jour les VM, mais par contre on va pouvoir faire des updates en créant de nouvelles VM, un peu comme on crée de nouveaux pods quand on déploie une nouvelle version de l'application. Ça va permettre de scaler dans les deux sens et puis éventuellement à la fin de détruire le cluster s'il y a besoin. Et donc on sent bien qu'avec ça, on s'imagine manager des clusters comme autant d'objets cubes dans un cluster de management. Donc l'intuition tout de suite, c'est que c'est le genre de choses
qui peut nous aider à manager une flotte de clusters à l'échelle. Parce que bon, on imagine bien qu'on peut créer plein de clusters avec une seule control loop en réconcilier autant qu'on en veut. Donc ça, c'était... bon, la technologie est séduisante, et en plus, cette promesse, entre guillemets, de pouvoir manager les clusters à l'échelle était extrêmement intéressante. Donc on est rentré dans cette techno-là, et juste pour faire une rapide description de ce que ça implique, et après j'essaierai de vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, pour rien cacher, nous on déployait des clusters basés sur la distribution open source Kubespray. Et en fait, typiquement pour déployer un cluster, on va commencer par provisionner une infrastructure dans le cloud. En l'occurrence pour nous c'était Azure, sur laquelle on va venir poser des machines virtuelles, si ça veut bien, voilà. Et ça, cette partie-là, jusqu'ici, c'était du code custom. En gros, on a du code Ansible, Terraform, ce que vous voulez, qui va vous permettre de créer l'infrastructure sur laquelle, derrière, on va pouvoir utiliser, sans le nommer, KubeADM pour ceux qui connaissent, pour déployer les composants cœur de Cube, et par-dessus lesquels on va rajouter toutes les choses qui font d'un cluster un cluster, c'est-à-dire la couche réseau, au choix, un certain nombre de composants indispensables au fonctionnement du cluster, et éventuelles applications s'il y a besoin. Et ça, cette partie-là, elle était plutôt prise en charge par la distribution Kubespray. A l'inverse, si on utilise un cluster API, il reste quand même la partie infrastructure qu'on va devoir prendre en charge pour la plupart, puisque ça c'est hors du scope de cluster API. En revanche, tout ce qui est infrastructure pure du cluster, c'est pris en charge par infrastructure du cluster, plus, on verra après, la partie core component, c'est pris en charge par cluster API. Cluster API fournit ce qu'on appelle un provider, donc c'est le contrôleur, je vous montrerai tout à l'heure, qui est en charge de réconcilier l'état qui est décrit dans le management cluster avec l'infrastructure, avec le cloud provider. Et on en trouve évidemment pour Azure, on en trouve aussi pour tous les grands cloud providers, on trouve aussi pour vSphere, bien sûr. Et il se trouve aussi que ça existe pour les machines bare metal. Voilà. C'est pas courant, c'est pas très utilisé, mais ça peut être une option dans certains cas. Après, il reste, comme toutes les distributions, ça ne couvre qu'une petite partie finalement de ce qui fait un cluster cube. Donc il y a quand même une grande partie il y a une opinion en fait qui vient avec la distribution. En l'occurrence, Tanzu Kubernetes Grid arrive avec une manière de gérer les composants au-dessus d'un cluster cube qui s'appuie sur j'ai mis KAP. En fait, c'est une suite de produits qui s'appelle Carvel, qui est bien en fait. Et c'est juste pour dire que éventuellement on peut par exemple utiliser du GitOps après pour déployer des choses. Mais ça, c'est la distribution qui arrive un petit peu avec cette opinion sur la manière de manager le cluster. Alors, ce que je voulais essayer de vous montrer, je ne sais pas si... Je vais peut-être essayer de la lancer. Je ne sais pas si je peux lancer comme ça, là. Ça marche, ça? Ouais, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Je pense que vous voyez rien, là, j'imagine? Non. Alors, je vais essayer ça. Faire une forme de démo, si on peut. Attends, je trouve plus mon Finder. Hop. Screen recording, c'est pas celle-là. Je vais y arriver, hein. Je vais retrouver. Je sais pas si je peux la sortir de la presse pour la montrer.
qu'il y a une vidéo, l'image movie, c'est pas celle-là. Oups. Bon, ça c'est fort ça. Ah, là voilà, pardon, excusez-moi, ça a pris un petit peu de temps. Je vais essayer de vous la mettre en plein écran. Je sais pas si c'est une très bonne résolution ce truc. Hop. Hop. Ouais, alors c'est pas terrible, hein. Bon. Je sais pas si... Ah, je peux pas zoomer plus que ça. Bon, écoutez, on va essayer d'aller très vite. Je vais vous décrire ce qui se passe en moins. Donc en fait, on est dans un cas où on a interrompu le processus de provisioning d'un cluster après la création de l'infrastructure. Ouais, c'est pas terrible. Et on va demander à Tanzu de nous créer un cluster sur cette infrastructure. Donc la première étape, sur la partie de droite, on est en train de regarder le contenu du management cluster, hein, comme si vous faites un kubectl sur un management cluster, et vous allez retrouver des ressources qui ont été créées par TKG au moment de provisionner ce cluster. Et c'est ça qui va mettre en marche le processus de provisioning. Alors en fait là c'est pas du tout exploitable. J'arrive pas à zoomer plus que ça. Bon, tant pis. Je pense qu'on va un peu zapper cette histoire de vidéo parce que c'est pas exploitable. Ce qu'il va falloir... Je vais passer à la suite et puis comme ça, s'il y a des questions qui me viennent, hop. Je reviens là-dessus. Ok, donc en fait l'idée, ce que je voulais vous montrer derrière ça, c'est qu'en fait on a une série de contrôleurs qui sont implémentés sur un cluster de management qui vont avoir pour effet ils vont travailler ensemble pour provisionner une infrastructure. Et ce dont on s'est rendu compte en fait en utilisant la technologie, c'était que on avait plutôt il y avait certaines limitations, on va dire, avec notamment le fait que c'est assez difficile finalement, enfin disons qu'il est laissé à la discrétion de la distribution et ou des administrateurs de faire le templating de ces clusters, enfin de ces ressources qu'on est en train de créer. Donc TKG s'appuie sur des technologies qui sont extrêmement intéressantes pour faire ce templating. Ça reste quand même relativement limité. Et du coup, on voit arriver, pour prendre en compte ces besoins-là, la notion de cluster class qui va être finalement une classe de cluster, comme son nom l'indique, qu'on va pouvoir décliner directement dans le management cluster et qui va finalement templater les clusters que vous allez, qui vont pouvoir être déployés. Donc ça, c'est le genre d'évolutions qui vont arriver, qui vont être pris en compte dans TKG et qui vont nous amener la possibilité de faire une meilleure gestion à l'échelle de nos clusters. Il y a certaines limitations qui ne vont pas évoluer. A priori, quand on regarde la communauté et ce qui se passe, on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément changer. Notamment, du coup, je n'ai pas pu vous montrer, mais on a un type d'objet qui s'appelle cluster resource set, qui dans le principe est plutôt élégant, c'est-à-dire que c'est finalement un objet qu'on va déclarer dans le cluster de management et qui va appliquer des ressources sur le cluster de workload. Donc ça c'est plutôt chouette, ça nous permet de dire qu'on va pouvoir déployer, je sais pas moi, une chart Helm ou des choses comme ça sur le cluster de workload en utilisant uniquement la partie management qu'on a à disposition sur le cluster de management. Mais c'est quand même extrêmement basique et ça devrait rester basique par définition, quoi. C'est pas by design. Parce que les distributions choisissent leurs options pour faire ça, notamment TKG qui s'appuie sur les apps Carvel, comme je l'évoquais tout à l'heure. On sent quand même que la communauté évolue là-dessus et
pour donner cette information, en tout cas, on a senti aussi que VMware était très très impliqué dans les évolutions de Cluster API afin de comment dire, de rendre le produit TKG en fait qui prend en compte toutes ces nouveautés plus attractif. Je suis désolé, c'est là un peu vite du coup parce que je voulais vous faire une petite démonstration, mais bon, c'est pas terrible. Hein. Il aurait fallu un rétroprojecteur. Donc la troisième partie dont je voulais vous parler lors de cette migration, donc on a parlé un peu de technique, on a parlé un petit peu de comment ça s'était passé au niveau des workloads. Ce qui a été quand même un gros point de travail pour nous, ça a été de changer notre mindset autour de Cube et autour de notre manière de travailler plus généralement. Et en fait, c'est la grande question du make or buy. Voilà. Est-ce que je fais ou est-ce que j'achète la solution sur étagère? C'est une question récurrente, mais c'est une question qui prend un sens particulier quand vous êtes déjà dans un mode où vous faites, en fait. Quand l'équipe est outillée pour faire, qu'est-ce qui se passe quand à la place de faire, on achète? Alors quand on fait, le mindset est différent, c'est-à-dire qu'on part d'une code base existante, éventuellement on la fork. Dans notre propre code base, on va mettre des fixes, on va rajouter des features et des choses comme ça. Et éventuellement, on va contribuer à la communauté une partie du code qu'on a construit pour sa solution. Dans un mindset où on veut acheter, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va on va devoir se poser les questions différemment, c'est-à-dire qu'on va commencer par prendre en compte, discuter rapidement avec le support ou avec les équipes techniques quand on peut de l'éditeur pour éventuellement partager des informations, mais surtout demander des fixes, demander des features, ce qui est un changement complet de mindset. Et qui peut générer un petit peu, on va le dire comme ça peut être un peu source de frustration. Ça peut l'être, dans notre cas ça l'a été, de manière assez majeure, c'est-à-dire qu'il a fallu s'adapter à un mode de fonctionnement dans lequel on arrête en fait de fixer nos propres problèmes, mais on demande à un éditeur de les fixer. Trouver la bonne carburation pour faire ça avec un éditeur, c'est compliqué. Là, on a la chance quand même d'avoir un investissement de VMware qui a été de qualité là-dessus, puisqu'on a vu, on a eu des accès aux équipes d'ingénierie, on a des accès au support, on a des gens qui nous aident à manager toutes ces choses-là. Bon, est-ce que c'est parce qu'on est un client privilégié, ou est-ce que c'est une expérience qui est récurrente, pas uniquement pour VMware, mais pour tous les éditeurs? Ça reste à définir, mais même comme ça, avec un investissement fort des deux entités, c'est-à-dire y compris de VMware et de nous, ça a été assez complexe quand même à trouver la bonne carburation. Et puis c'est aussi parfois pas forcément évident d'aligner les stratégies en fait. C'est-à-dire que on a nos opinions sur comment on veut qu'on fonctionne avec Cube. Je pourrais évoquer certains exemples un tout petit peu plus tard. Il faut les partager avec l'éditeur, s'assurer qu'on va dans la même direction et que ça pose pas de problème. Encore une fois, c'est à mettre au crédit de VMware. Pour le coup, ce partage de stratégie, d'orientation, il s'est fait de manière récurrente, tôt dans les processus, et donc on a pu s'aligner assez facilement. Je ne sais pas si c'est une expérience qu'on aura avec tous les éditeurs ou avec toutes les tailles d'entreprise, pour le dire comme ça. Tout ça fait que il y a quand même un risque majeur à passer d'un mode où je fais ma solution à un mode où j'achète ma solution. C'est que on peut clairement on peut perdre du talent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui travailler avec un éditeur, c'est pas vraiment une option, c'est pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, il peut y avoir de la perte en ligne, quoi. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui ont l'habitude de construire une solution autour d'une plateforme open source et que subitement ils se retrouvent à faire un autre job qui consiste plutôt à parler avec un support éditeur
pour avoir des fixes ou des features, ça peut être un risque important. Donc c'est à penser. Bon, du coup ça va aller un petit peu plus vite que prévu. Alors en fait, j'ai un peu menti quand même. C'est que je voulais vous parler rapidement des produits Tanzu. Pas en mal, ne vous inquiétez pas. Je vois qu'il y a Nicolas qui est dans la salle. Grosso modo, nous on utilise principalement un produit qui s'appelle Tanzu Kubernetes Grid, qui est un produit qui est de la distribution en fait Kubernetes édité par VMware. Et donc on a eu quand même des trucs un peu surprenants, notamment on a découvert un produit dont la manière d'interagir avec le produit, le CLI, est impératif. Dans un monde dans un monde déclaratif comme celui de Kube, c'est un peu la faute de goût en fait. Et surtout, quand on est dans un mode GitOps où on dit j'ai envie de rapprocher ma configuration qui est dans Git et avec ma réalité, quand on a un CLI impératif, vous vous doutez bien que ça devient vite compliqué. Qu'est-ce que je fais ? Je crée un cluster, je vérifie qu'il existe avant de le créer, j'essaie de réconcilier tout ça. C'est compliqué et c'est surtout à notre charge. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a été obligé de prendre en compte pour pouvoir continuer à travailler comme on travaillait et qui nous a pas mal surpris. Dans ce cas-là particulier, le cycle de vie du cluster, donc toutes les opérations qu'on fait après que le cluster ait été déployé, ça semblait être un peu quelque chose qui n'était pas forcément complètement pensé dans la solution. Alors là, j'ai mis que c'était peut-être une opportunité qu'on avait loupée avec VMware, dans la mesure où on s'était peut-être un peu trop arrêté sur notre manière d'imaginer un cluster qui avait un cycle de vie extrêmement long finalement, puisqu'on déploie un cluster et puis après on n'y touche plus. Est-ce que c'était pas le moment de se poser la question, avec ce CLI impératif et la manière dont TKG a l'air de vouloir gérer le cycle de vie des clusters, est-ce que c'était pas plutôt l'opportunité de penser plutôt nos clusters de manière un peu plus jetable, c'est-à-dire de traiter un petit peu différemment nos problèmes. Est-ce que je veux upgrader un cluster en place ou est-ce que je veux en créer un nouveau et puis migrer mon workload? C'était peut-être un travail qu'on aurait dû faire avant de commencer, pour éventuellement, s'aligner là-dessus. Peut-être que l'outil correspondait pas exactement à ce qu'on voulait faire et peut-être qu'on aurait, nous, pu adapter notre manière de travailler à ce que l'outil était capable de faire. Bon, là je vous ai décrit un peu ce qui marchait pas. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la vision que nous communique VMware autour de ces produits-là, de TKG en particulier, elle est vraiment très solide. Et en fait, tout ce que je vous décris au-dessus, c'est-à-dire un CLI impératif qui n'est pas terrible et un management du cycle de vie du cluster qui est pas incroyable, c'est finalement bien pris en compte dans la vision et on a vu des choses très, très intéressantes. Et donc là, c'est complètement à mettre au crédit de l'éditeur, en fait, c'est que ils se sont rendus compte qu'ils avaient des limitations sur la solution de base qui sans doute étaient adaptées à certains use cases, mais pas forcément à tous. Et ils ont su se mettre en ordre de marche pour, on l'espère en tout cas, parce qu'on ne l'a pas encore vu, nous proposer des versions de TKG qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Alors je fais une petite passe extrêmement rapide sur un autre produit qui s'appelle TMC. L'objectif de TMC, c'était d'avoir un control plane par-dessus le control plane. En fait, c'est une appli SaaS dont l'objectif est de gérer une flotte de clusters. Ça a été une expérience assez frustrante d'essayer d'adopter TMC parce qu'il partage certaines caractéristiques un peu bizarres avec TKG, notamment le CLI impératif, ce genre de choses-là. Alors là, c'est peut-être juste moi, j'en parlerai avec mes collègues pour avoir peut-être plus d'informations, mais par contre là pour le coup pour TMC, j'ai moins bien compris la vision de VMware en ce qui me concerne. Et du coup, autant pour
Kubernetes Grid, je suis assez confiant que ça va partir sur des choses intéressantes et qui nous vont bien. Autant la vision qu'on a autour de TMC, même si l'idée globalement est mode, c'est-à-dire offrir une appli en SaaS qui va permettre de manager une flotte de clusters, c'est plutôt de la très bonne idée. Personnellement, j'arrive pas très bien à voir où ça veut aller et en tout cas pour l'instant, on va revisiter TMC à mesure que le produit devient un petit peu plus mature. Et puis bon, tant qu'on est à parler des produits Tanzu, moi j'ai un petit favori que je vous évoque comme ça, c'est le Tanzu Service Mesh. Comme on l'a dit que c'est un service mesh, il s'appuie sur des services mesh que vous connaissez peut-être déjà, notamment Istio, mais qui s'appuie sur un composant en SaaS, finalement, pour orchestrer le service mesh sur des flottes de clusters, indépendamment du fait, d'ailleurs, de leur distribution. Ça peut être un cluster vanilla, ça peut être de n'importe quel type de cluster managé chez un cloud provider. Mais avec un niveau de feature qui est extrêmement élevé et une manière de faire simple et élégante. Et ça, c'est vraiment un des points que j'espère qu'on va pouvoir aborder sur l'année 2023, parce que c'est typiquement le genre de produit à valeur ajoutée dont on aimerait bénéficier dans la galaxie Tanzu. Ouais. Bon. Et du coup, j'arrête là, puisque malheureusement, sans ma démo, ça fait un petit peu plus court. Mais si vous avez des questions, merci. Guillaume a une question. Merci. Avez-vous ressenti une amélioration sur les qualités de l'administration entre l'ancienne version et la nouvelle version ? Non. Non, on n'a pas vraiment ressenti ça. On est à peu près à ISO, ce qui est déjà pas mal en fait. C'est-à-dire qu'on est parti on a fait un certain effort et on arrive à peu près au même niveau de notre capacité à opérer les clusters. Donc on n'a pas vraiment ressenti un décalage encore pour l'instant. Mais c'est aussi quelque chose qui va se voir un petit peu plus sur le long terme, c'est-à-dire qu'on espère qu'avec l'adoption d'un peu plus d'outils dans de la galaxie Tanzu notamment, ou juste les évolutions de version des produits qu'on utilise déjà, qu'on va commencer à voir les bénéfices de notre transition. Question, tout à l'heure tu parlais de risque de perte de personnes en fait qui ne seraient pas intéressées de travailler dans ces conditions-là. Ouais. Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans les équipes, est-ce qu'il y a des gens qui sont partis chez vous Alors, non, ce serait trop réducteur de dire que oui, parce qu'effectivement il y a eu du turnover dans l'équipe. C'est pas un facteur qui aide, on est clair, parce que tu as des talents qui bossent sur des sujets plutôt porteurs autour de Cube, qui font des choses intéressantes. Parfois, ils vont faire du code Go ou travailler sur des produits de la communauté qui sont intéressants. Bon, quand les opportunités se présentent et qu'en face d'eux, dans leur futur, ils voient je vais appeler le support en Inde pour qu'il me fixe un problème, je pense que ça n'a pas dû aider. Mais ce serait un peu trop réducteur de dire que ça a été un facteur prépondérant. Je pense néanmoins qu'il faut se le garder à l'esprit parce que c'est un vrai risque, quoi. Pour la gestion d'incidents, donc maintenant c'est Tanzu qui gère les incidents. Je voulais demander quel canal de communication du coup vous avez mis en place pour que ce soit efficace et est-ce que c'est vraiment efficace ? Entre nous et l'éditeur, par exemple. Exactement. Alors là, c'est un peu la force d'avoir une équipe côté éditeur qui est complète. On nous a fourni un technical account manager spécifiquement pour ces besoins-là. On a notre customer success manager, si j'ai bien dit, c'est bon, qui nous aide aussi. Donc là, en fait, il faut vraiment mettre une organisation en place avec l'éditeur, effectivement, pour manager les incidents. Alors après, on reste sur des technocubes, c'est-à-dire les incidents, on n'en a pas énormément, même s'il faut noter quand même qu'en 4 ans de cluster fait à la main avec des solutions CubeSpray, on n'avait jamais véritablement eu d'outage et donc d'incidents qui auraient nécessité peut-être de mettre les mecs sur le pont ou je ne sais pas quoi.
c'est un petit peu arrivé quand même quand on est passé à TKG, il y avait encore des petits plâtres à essuyer. Et donc on a eu des moments où effectivement il a fallu se mettre en mode on travaille fort avec l'éditeur. Et ouais, ça nécessite. Et c'est là où je dis que c'est un autre risque. Là, il faut bien évaluer les besoins de chacun et les organisations, parce que nous, on a l'opportunité de travailler avec VMware qui nous fournit une relation de qualité en quelque sorte, parce qu'ils croient en notre projet en fait, hein, et ils sont messieurs de VMware, je suis désolé, vous n'êtes pas des philanthropes non plus, donc vous estimez bien qu'on va, si ça se passe bien, on va continuer à acheter du produit et surtout faire une belle vitrine pour le produit. Faut penser à ça aussi, le jour où tu vas te faire retrouver face à, je sais pas, si tu as une équipe de 3 personnes face à Red Hat pour faire de l'OpenShift par exemple, est-ce qu'ils vont te donner le même niveau d'organisation et de teamwork avec l'éditeur? C'est à débattre. Donc là, ça fait une des raisons pour lesquelles on se dit qu'on a fait le bon choix, entre guillemets, puisqu'on est plutôt sur une relation qui fonctionne bien, quoi. Entre une solution hébergée... Tu peux mettre un peu le jeu. C'est peut-être hors du scope de la présentation, mais pourquoi avoir choisi Tanzu par rapport à une solution AKS directement? Alors ça, c'est une excellente question. Alors en fait, il y a une réponse assez simple à ça, parce qu'on me la pose souvent la question. Tout simplement parce que cette histoire de scope, notamment pour aller dans des infra on-prem sur les usines, bon, c'est pas, tu peux pas aller sur un cloud provider pour faire ça, même si il y a peut-être des gens de Microsoft qui sont en train de me dire que on va pouvoir faire du, comment vous appelez ça, cloud Azure Arc, ce genre de choses-là. Clairement, ça c'était, j'ai envie de dire, c'était presque le cube manager, c'était presque pas du tout une option, c'était le no-go dès le départ pour cette raison-là en fait, c'est-à-dire qu'on allait avoir un besoin automatiquement d'avoir nos clusters on-prem. Avec Azure Arc, ce genre de choses-là, peut-être que la question va se reposer différemment à l'avenir. Je suis pas sûr globalement qu'on arrive à un niveau de maturité sur ces solutions-là qui rivalise avec une distribution de ce type-là qu'on va déployer sur des machines on-prem. Donc mais c'est vrai que on peut se demander quoi. Une stratégie autour de Cube aujourd'hui, souvent elle s'inscrit avec du Kubernetes Manager. Et du coup, c'est vrai que ça, on dénote un petit peu vis-à-vis de ça. Attends, Pierre, il y a Pardon. Et du coup, tout à l'heure, tu indiquais que vous utilisiez Cluster API pour faire votre orchestration globale. Ouais, c'est TKG qui le fait, ouais, mais... C'est TKG qui utilise Cluster API pour déployer? Ouais. Donc ça fait partie de la solution Tanzu du coup. C'est ça, en fait, si tu veux, Cluster API, c'est des produits de la communauté, on va les appeler comme ça, hein, des contrôleurs, des spécifications qui viennent de la communauté et qui sont utilisés par TKG pour manager l'infrastructure de ces clusters. Tu parlais tout à l'heure aussi dans les 3 solutions qu'il y avait TKG, le deuxième et puis le troisième c'était le service mesh. Celui du milieu, je ne sais plus comment il s'appelle. TMC, ça s'appelle. Voilà. Ouais. C'est pas en contradiction du coup avec le cluster API? Alors, ça fait partie un petit peu des questions qu'on se pose parce que si tu regardes la manière de fonctionner de TMC, effectivement, ça ne s'appuie pas spécifiquement sur Cluster API. Ça s'appuie sur des agents qui sont dans les clusters, qui est une autre manière, c'est pas une mauvaise approche, mais c'est une approche un peu différente. Et c'est ça qui... Alors moi, je parle en mon nom, hein, je parle pas des gars de l'équipe, Arnaud est là, il pourra donner son avis éventuellement. Moi, c'est ça qui me donne un problème de lisibilité, si tu veux, avec ce produit-là, parce qu'effectivement, la promesse, c'est management de clusters à l'échelle, et la réalité, c'est qu'il y a des API qui semblent amener des choses sur ce sujet-là, et qui n'ont pas l'air d'être exploités pour ce produit-là. Donc moi personnellement, effectivement, c'est une des choses qui m'ont perturbé avec cet outil-là. C'est pour ça que je ne comprends pas très bien la vision de VMware autour de ça. Et voilà, on va attendre que ça mature un petit peu aussi. Si je comprends bien, c'est toujours pas vraiment Cluster API. Cluster API, c'est une manière de gérer l'infrastructure, donc ça va rester, mais c'est pas quelque chose qui va leur permettre forcément gérer l'infrastructure, le cycle de vie de l'infrastructure du cluster. Mais c'est pas quelque chose sur lequel ils vont particulièrement s'appuyer. Par contre, ils vont peut-être se tourner un peu sur une démarche un peu plus GitOps. En tout cas, c'est ce qu'on comprend.
Et c'est aussi d'ailleurs la démarche que nous, on a décidé d'adopter en parallèle en attendant que la solution devienne mature pour notre usage. Ouais, alors, Cluster API. Alors non, en fait, aujourd'hui, ce qui se présente... Alors pour la partie infrastructure, ça reste... Ouais, il y a un petit peu de ça. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on n'était plus trop à l'aise à l'idée d'utiliser TMC. Donc Cluster API, il reste, bon, parce qu'il est embarqué avec TKG. C'est une très bonne manière de gérer le cycle de vie des VM de l'infrastructure du cluster. Ça implémente des beaux patterns, c'est chouette. Et pour la partie, j'ai envie de dire, qui va au-dessus de tout ça, en quelque sorte, c'est-à-dire les choses dont on souhaitait utiliser TMC, notamment pour déployer nos policies, des choses comme ça, du coup on repart sur une démarche pure GitOps à base d'Argo CD, en attendant de voir ce que nous propose ce que nous propose TMC dans le futur. Merci, on a fini. Parfait. Merci Gab.